mes chers amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et aussi avec émotion que je vous accueille chaque année pour ce repas des aînés. Plaisir, mais aussi tristesse. On pense bien sûr à toutes celles et ceux qui étaient avec nous les années précédentes et qui nous ont quittés. Mes pensées aussi vont vers celles et ceux qui souffrent et qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, et je souhaite de tout mon cœur qu'ils se rétablissent très vite. Ce repas, cette année, a pris une autre dimension avec cette salle, et je suis très heureux que ce soit vous qui l'inauguriez. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Allard et de le féliciter pour son talent. La qualité de ces films a permis que les images soient repiquées et qu'ainsi la cassette puisse être réalisée. Je voudrais aussi remercier messieurs Guiton et messieurs Tubeuf qui ont réalisé ce film. Ce film, il est très beau, il est plein d'émotions. Il permet aux plus âgés de retrouver leur enfance, leur jeunesse. Il permet aux plus jeunes de revoir leurs parents, leur famille, leurs amis. Aux très jeunes, il permet de mieux connaître la vie de leurs grands-parents. Et puis à tous, il nous appelle le devoir de mémoire envers celles et ceux qui ont bâti, qui ont façonné notre commune. Et c'est pour cela que je suis heureux de m'exprimer dans ce film aujourd'hui, pour ce repas, entouré des aînés, les bâtisseurs. Vous avez travaillé, vous vous êtes engagés dans les collectivités, dans des syndicats, dans des associations. Vous vous êtes battus pour la justice et pour nous donner un monde meilleur. Et aussi, nous ne l'oublions pas et nous vous remercions. Comment est-ce que je suis venu au cinéma amateur? Ça, c'est sur les conseils d'un photographe qui était à Montrevaux à l'époque et qui, lui, était donc un mordu de cinéma d'amateur. Il m'a donc donné le virus et c'est comme ça que j'ai commencé à filmer d'abord des scènes de famille avec les enfants. J'ai filmé aussi des sites à l'occasion de vacances en famille et aussi des manifestations locales, entre autres les kermesses qui avaient lieu au Plessis, dans le parc du château,
où il y a eu énormément de fêtes, je dirais même d'une importance assez grande, où il y a eu par exemple des motocross, des fêtes motonautiques, des fêtes folkloriques, enfin bref, il y a eu énormément de genres de manifestations. Donc on m'avait demandé, pour passer en actualité locale au cinéma de l'époque qui s'appelait l'Espérance Cinéma à GT, au sujet des fêtes que je disais avoir filmées, il y a eu aussi à l'époque le Patro, l'Espérance, qui organisait tous les ans des courses de vélo pour ses adhérents. Et alors, tous les ans, le championnat cycliste de l'Espérance, alors c'est bien que ça avait un succès fou, parce que dans les rues, tout le monde s'agglutinait pour voir passer les coureurs, c'était vraiment la fête de famille. J'ai fait autre chose aussi, j'ai pas fait que ça. J'ai filmé des scènes de la vie locale, entre autres le marché, et j'ai filmé aussi le bol de lait, à l'époque où dans les écoles du temps de Mendès France, les enfants avaient droit à un bol de lait de temps en temps, c'était très intéressant. Si le cinéma, véritable machine à remonter le temps, avait existé plus tôt, une caméra telle que celle de M. Allard nous aurait rapporté de précieux documents du XIIe siècle, époque lointaine où il est déjà question de GT dans une bulle du pape Alexandre II. Sous l'Ancien Régime, GT, qui faisait partie des marches de l'Anjou et de Bretagne, était de ce fait dispensé de payer taille et gabelle. On allait, à cette époque, chercher le sel au grenier de Clisson en Bretagne. Cette situation privilégiée explique que GT ait été une des plus importantes communes de l'actuel arrondissement de Cholet. GT fut compris dans le doyenné des Mauges, ensemble de 42 paroisses ayant son siège à Jalais. En 1788, la ville de GT compte environ 1600 habitants et jouit d'une certaine activité. On y compte plus de 900 personnes. Le bourg est occupé par 70 métiers de tisserands, dont 52 travaillent pour les toiles et les mouchoirs de Cholet. La campagne est vivante. À cette époque, le royaume de France est ruiné.
De plus, les récoltes de 1789 et 1790 sont médiocres. La Révolution n'est pas loin, et GT participera à l'insurrection vendéenne de 1793. Le 1er février 1794, une bataille fut gagnée à GT par les Vendéens commandés par Stofflet. Les républicains, battus, profitèrent du départ des Vendéens pour mettre le feu aux maisons du bourg. Le 5 février 1794, les Bleus firent main basse sur tous les malheureux habitants revenus sur le lieu de leur maison. 300 personnes furent conduites au château du Plessis, dans l'allée de la Bourrie. Après avoir mis le feu au château, les Bleus fusillèrent tout le monde. À l'issue de cette page d'histoire, la population s'est solidarisée pour effacer les traces du passé et faire renaître la vie. Puis les cloches, elles se sont mises à sonner, puis Angèle, elle me dit, à cause que papa, il sonne les cloches comme quand il y a le feu. Ça sonnait le tocsin, quoi, coup par coup. Alors, moi, nous, on remonte à le jardin, quoi, parce qu'on était dans le bord du jardin, à côté de la rivière. Puis on remonte à la maison, puis je dis à maman, à cause que tu pleures. Ma pauvre petite fille, c'est la guerre. Que voulez-vous qu'une fille de ce temps, ça y est, dit quelque chose, la guerre, ça y est, disait rien du tout. J'ai compris après, quand je l'ai vu faire la musette à papa, et puis qu'il a parti à pied avec le père Robineau, prendre le train à Beauport. Ce serait maintenant, il dirait, venez donc nous chercher. Vous croyez pas? Il nous dit, je viens vous dire au revoir parce que vous ne me reverrez pas. Puis moi, toujours bavard, je dis, à cause, puisque tu t'en vas, papa aussi s'en va, puis il va revenir. Et la guerre, elle a éclaté le 1er août, et puis à la fin d'août, il était mort. Tante de Saint-Macaire, elle avait perdu son gars, Joseph. Il les affichait, parce que la mairie, elle n'était pas où qu'elle est maintenant, elle était de l'autre côté, là. Alors il les affichait. Et puis ceux qui n'avaient pas de nouvelles, je me rappelle qu'on a été longtemps sans nouvelles de papa, j'allais encore à l'école, en sortant de l'école, on allait voir l'affiche, il y avait son nom. Et puis je disais, il n'est pas inscrit, papa. Il va écrire. Mais il y avait des fois des gens, je lui disais, il y a un tel. Elle me disait, oui, je connais. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique et à la Russie. En France, c'est la mobilisation générale. L'ogre allemand, dévoreur d'Alsace et de Lorraine, est à nos portes. Et la ligne bleue des Vosges va se charger de plomb et d'acier. Par centaines, des gestois vont partir vers les champs de bataille, laissant les champs de blé à moitié moissonnés. Les villages et le bourg se dépeuplent de ces hommes les plus solides. Ils ont entre 19 et 35 ans. Tout le monde pense que la victoire sera facile. On allait, d'ici quelques semaines, flanquer aux Allemands la dérouillée qu'ils méritaient. Et ce sera la rentrée glorieuse de chacun dans ses foyers. Mais d'abord, il faut quitter ses parents, sa femme, ses enfants, sa fiancée. Chers parents, déjà 2 mois que je suis parti. J'ai le cœur gros, mais je suis confiant. Je me trouve dans une des casemates où sont enfoncés dans la terre les gros canons de 155. Les tranchées sont à 3 km et on y accède par des grands fossés d'1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous savons qu'une grande attaque est prévue prochainement, mais nous ne savons pas le jour. Parlez-moi dans vos lettres de GT. Je suis parti en pleine métive. Mais qui a fini de ramasser la paille ? Qui va aider papa à labourer et comment allez-vous faire les vendanges ? Il faut que mon petit frère Joseph s'y mette, car dans les 3 ans il sera mobilisable.
mais j'espère que la guerre sera finie depuis longtemps. Dites bonjour aux voisins des villages. J'ai reçu une lettre de ma petite Germaine. Je l'aime beaucoup. En attendant de vos nouvelles, je vous embrasse mes chers parents, votre fils qui vous aime par-dessus tout. Hélas, les combats sont terribles pendant 4 ans. L'angoisse des familles va en augmentant, plus de courriers, plus de nouvelles. À Gété, les corps des soldats tués arrivent, endeuillant les familles du bourg et de nombreux villages. Oh oui, il y en a eu, je sais pas moi, plus de 100. Oh oui, il y en avait des jeunes. Oh, ben pensez dans Bourget, Griffon, tout ça, c'est des gars que je connais. Balaboum, je sais plus son nom. Ben, tout ça, c'est des gars que j'ai connus. Moi, j'avais 20 ans, quand moi, j'en avais 15. C'était les gars à qui on causait pas parce qu'ils étaient trop vieux pour nous. Mais on les voyait passer, quoi. Balaboum, c'est parce qu'il était très gros. On l'appelait Balaboum. Mais je sais pas comment il s'appelait autrement. Je sais pas. Il était boulanger, ça, je m'en rappelle. Pensez-vous, vous voulez rire? Pensez-vous, les filles, les gars, ils n'avaient pas le droit de causer aux filles sur la place de l'église? Non, mais vous rêvez? Alors on allait à l'école en montant, puis les gars, ils allaient de l'autre côté. On arrivait bien à se causer, mais c'était défendu. Mais non, on n'était pas ensemble. Et puis on avait trois classes. Il y avait la petite classe où on apprenait les lettres, les ABC. Et puis après, il y avait la deuxième classe où on commençait à faire des narrations de l'histoire de France, surtout moi, tu m'as jamais rappelé des dates. Puis après, dans la grande, ben, on passait son certificat. On allait à Beaupro avec le père Marin. Un cheval. C'était marrant. Oui, oui. J'étais assez calé pour l'avoir. Bon, alors on faisait, attendez que je dise pas de bêtises, on faisait une dictée, des questions sur la dictée, une narration qu'on appelait, je ne me rappelle plus, enfin il fallait raconter une histoire, à donner le schéma, et puis du calcul, mais c'est là que j'étais le plus solide, alors. Puis après, ben, il y avait l'oral, alors il nous parlait de l'histoire de France, comme je n'étais point calé pour les dates, je les mêlais toutes les unes avec les autres. Et puis la géographie, mais là je n'étais que plus calé. Puis on allait à Beaupro avec le père Marin, alors il fallait partir à 6h30 pour arriver à 8h. Puis il fallait emporter son pain, alors on mangeait tout le monde pareil, du pain, du beurre, un œuf dur, puis un fruit. Oh, on n'était pas malheureux, hein, faut pas croire ça. On était tous logés à la même enseigne. Exactement. Alors. Mais on a toujours été élevés aux légumes. La viande, il ne fallait pas en parler souvent. Ah ben, on mangeait du cochon quand il tuait.
quand il fait le cochon, là, il mangeait jamais de viande. J'ai entendu dire des fois à la maison, on ne va jamais à la boucherie, mais il oubliait de dire qu'il mangeait un cochon par an. Alors on mangeait de la viande quand même, on était très bien nourris. Puis les légumes étaient meilleurs que maintenant. Et maintenant, mais il y en avait du bon lait, du bon beurre, de la bonne crème, il y avait de tout. Eh oui. On peut dire que c'était le bon temps, au fond. Ah oui, c'était le bon temps quand même. On était pas malheureux, mais c'était pas la même vie que maintenant. Oh, ils sont peut-être bien pas plus heureux maintenant. Non, ils sont jamais, tout le monde n'est jamais content. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a quand même. Enfin, c'est passé. C'était le bon temps. Mais c'est en 21 qu'ils l'ont monté à GT. Mais ils en parlaient avant la guerre de 14. Mais on ne l'a pas eu, nous, en 21, parce que ça coûtait trop cher. On l'a eu qu'en 25. Quand maman s'est rendu compte que c'était quand même 20 mètres de tourner un bouton que de promener la lampe à pétrole. Je me suis mariée un mardi. Et puis le banquet de noces, c'était chez le boucher, dans une vieille maison qu'il avait. Alors c'était pour tout le monde pareil, parce que dans ce temps-là, on mangeait du potage. Puis après, on mangeait du bœuf. Du pot au feu. Du pot au feu à la vinaigrette ou ben à la mayonnaise. Et puis après, on mangeait du riz. Puis un gâteau de Savoie. Voilà le menu. Au mariage d'Élise, le menu était peut-être très simple, mais il y avait aussi à cette époque des repas de noces plutôt copieux. J'ai pas fait un bon coup d'acheter une fille en 40 ans. Pendant la guerre. Oh là là. Pourquoi? Bon, parce que mon mari était prisonnier, comme les autres. Il fallait que j'étais toute seule quand même pour élever ma fille. Heureusement que j'avais maman, qui me la gardait pour que j'aille travailler à l'usine, pour nourrir mes deux gamins, puis envoyer à manger à mon mari qui crevait de faim. Il était à Dortmund. Puis je peux vous dire qu'il crevait de faim. Ça. Quand on est venu habiter à côté du canal en 1908, eh ben, en 1907, il y avait déjà eu une réunion pour redresser le canal. Et puis il a été redressé en 1956, c'est ça, Marc? 60. Hein? 60. 60, voilà. Quand sitôt qu'il tombait des grosses nuées d'orage, c'était une toute petite rivière, et puis le jardin de chez maman, eh ben, il était tout de suite inondé. Puis du jour que le canal il a été droit, eh ben, l'eau s'est bien mieux écoulée, puis on n'était plus inondé. Bon, 40 cm d'eau dans la maison, au moins. Et puis, il y avait un lit en bas, ben, tout flottait, la vaisselle, les chaussures, tout ce que vous voulez, possible et imaginable, puis criant dans le fer pour que l'eau s'évacue vite. Ben, j'ai ouvert la porte, puis ben, saute. Les chaussures, j'ai perdu une chaussure, j'avais l'autre, mais j'en avais rien qu'une.
la chanson d'un accordéon qu'on a entendu tous deux dans la rue. Pour nous c'est plus beau que tous les tangos. Le chant du bonheur, c'est pour nos deux cœurs. Le ciel n'est pas toujours bleu, des disputes d'amoureux viennent parfois troubler ma joie. Quand je vais te détester, je me remets à chanter cet air de fête que j'ai en tête. Dans la rue où l'on s'est connu, Trois petites notes que le vent sifflote pendant que mon cœur garde son bonheur au son de l'accordéon. Quand j'entends ces doux accords, mon cœur prend son essence. Si le soleil fait de la réclame, quittons Paname et le boulot. Je suis ton mari, tu es ma femme, partons le temps est beau. Ma petite Mimi, mon grand amour, prenons la route blanche et partons loin des faubourgs. c'est mon pipi est plus joli. J'ai ma robe des dimanches, viens partons jusqu'à lundi. I love you, You love me, on s'adore et pour toujours. c'est la polka d'amour.
que tu étais, qui était du mois de mars. Oui, alors il y en a une que j'étais pas non plus parce que j'attendais Michel en 59. Il y avait Marie-France. Marie-France était pas Marie-France est là, tiens. Eh ben oui, voilà. Ah ben on a joué Pêcheur du sang en 56. C'était en 56. Ah ben je te dis, c'est l'année que Max est né. Alors quand on jouait que les femmes, et il y avait des textes où il y avait hommes et femmes, il fallait qu'il y ait des femmes qui se déguisent en hommes. Et vice-versa, quand les hommes jouaient que les hommes, et il y avait tout le temps des rôles de femmes, il fallait que les hommes se déguisent en femmes. Mon mari, quand il ne jouait qu'entre hommes, faisait presque toujours un rôle de femme. Notre metteur en scène était Monsieur Launay, qui était très capable de mener et de diriger tout le monde pour faire une pièce de théâtre. On était dans les premiers à faire de la mixité, Oui, dans oui. nos petits pays, je parle. Et Hein? Le Bossu, Michel Strogoff, Ah oui, ça, Monte Cristo, c'était quand même du grand spectacle. Le dernier tableau, ils appelaient ça le dernier tableau, on était tous regroupés sur le théâtre, tous ceux qui avaient participé à la représentation, et on avait un chant final, et ils allumaient un feu de Bengale pour illuminer la scène et tous ceux qui avaient participé. Entre les actes, pendant le changement de décor, à l'avant de la scène devant le rideau, il y avait toujours un intermède. Donc c'était un sketch ou une chanson. Autrefois dans son petit moulin, il était une jolie meunière. Elle avait un sourire câlin, le teint rose et les cheveux de lin. Elle avait pour voisin deux bergers, et le soir au bord de la rivière, sans jamais leur accorder un désir, elle aimait les entendre chanter. Jolie meunière, c'est si doux, quelle chaumière préférez-vous? Jolie meunière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre, ou pour Jean-Loup. Pas de marché pour le père Baudry. Lui, il a son jardin. Alors, Lucien Fouché, y a rien pour moi? Oh si, ma petite dame, les impôts. Regardez ça, de quoi nourrir toute la famille. Oh là, monsieur Boursier, il manque une patte à votre araignée. Et vous, Madame Rouleau, comment cuisinez-vous le chou-fleur? Au gratin, Madame Viau. Et vous, Madame Cusneau? Surtout pas. Mon mari n'aime pas ça. C'est pour mon homme, il a toujours les pieds gelés. Avec ses charentaises, Madame Coutelot, il n'aura plus besoin de chaufferette. Dites donc, Gauthier, les droits de place ont encore augmenté? C'est pour m'acheter une tenue de garde champêtre. Reste tranquille, regarde la caméra de Lucien Allard. Autrement, la tantine cintrée va te donner un coup de canne. Alors Barré, on va boire un coup? Tu viens aussi, Boudot? Ah ben dépêchons-nous, les femmes vont nous attendre.
Ces images de GT peuvent nous interpeller. Tout d'abord, qui sont ceux et celles qui, aujourd'hui, contribuent à bâtir la cité, comme ceux et celles qui nous ont précédés depuis plus de 50 ans? On ne peut bâtir le futur que sur les forces du présent et surtout sur l'expérience et les valeurs du passé. Il a pas trop de mal, non? Ah oui. Je crois que René, on peut le remercier parce que René, c'est un monsieur qu'on voit régulièrement sur tous les poney-dromes, qui vient nous voir, qui aime beaucoup cette fédération depuis qu'elle a été fondée et qui travaille énormément sur ce terrain qui lui appartient. Et je crois que si on a des courses de poney à GT, c'est bien grâce à vous, tout compte fait. Peut-être bien sûr à Marcel et puis à toute l'équipe. Vous l'avez envie de me baiser, il a comme ça. Il a fait les problèmes. Il a aussi ça. En Charles Dumont, tu te rappelles qu'il était chez nous. Voilà. Il y en a du vin de toute façon.
Personne n'est filmé. Oh, merci pour le pourboire, c'est vraiment... Kermesse des écoles qui avait lieu aux écoles à GT même, ne donnant plus ce que ça aurait dû, parce qu'il n'y avait pas assez de participation, ça n'intéressait plus trop tellement les gens. Mon oncle avait décidé de le faire au Plessis. Le cadre s'y prêtait merveilleusement. Il a eu lieu à partir de 44-45. Si, alors il y avait toute une préparation parce que il y avait les cuisines la cuisine à faire pour les repas du soir. Il fallait donc chauffer le four pour faire toutes les pâtisseries. Il y avait des femmes qui venaient aider et pendant 8 jours, il y avait toute la préparation de la kermesse. Sous-préfet de Cholet et le député maire venaient régulièrement parce que il y avait beaucoup de monde et ça l'intéressait de prendre contact avec les gens sur le terrain. La kermesse AGT, c'est avant tout la fête des écoles privées, donc écoles catholiques depuis longue date. Et cette année, donc en 2003, c'est 56 ou 57e fête, on ne sait plus, tellement on commence un peu à oublier. Donc c'est très très important pour nous, la fête du Plessis. Bon, évidemment sur le plan financier, parce que c'est un apport par les parents d'élèves donc, qui gèrent la fête, un apport pour les écoles catholiques, pour aider, ça permet à la part familiale d'être moins élevée. Et puis surtout, c'est un grand rassemblement annuel, c'est la fête de la commune, c'est la fête de GT, quoi. Là-bas près du micro, hein, d'accord? C'est parti, et vous vous installez où il faut. Quand la soprane. On va partir. C'est parti, et vous vous installez où il faut. Quand la soprane.
Le 17 mai 1915, Louis Auger écrivait à ses patrons, Monsieur et Madame Jean Morillon, menuisier. Voici quelques passages de sa lettre. Chers patrons et patronnes, si vous saviez comme j'ai été heureux de recevoir vos nouvelles, car pour l'instant notre grande joie, et la seule que nous avons, c'est de recevoir des lettres. Tout d'abord, je vais vous dire que depuis 3 semaines, ce n'est plus une vie du tout, car nuit et jour, nous tirons presque sans arrêt. J'ai eu le malheur, voici 2 jours, de perdre 2 de mes copains, qui étaient conducteurs. Un obus les a tués sur le coup. J'ai vu Jules Bossard, Camille Poilane et Victor Allard. Nous avons passé une bonne journée, et ensemble, et j'étais très heureux de les voir, car c'est la première fois, pour ainsi dire, que j'ai vu et j'ai pu voir des pays. Victor Allard est toujours le même, et nous a bien fait rire pendant un moment. Il ne se passe pas beaucoup de journées sans que je songe aux bonnes journées d'autrefois que j'ai passées avec vous. Et j'espère que j'aurai la chance que j'ai eue jusqu'à présent, jusqu'à la fin. Victor Allard est tombé un jour de l'année 1915. Ce monument aux morts a été érigé en 1923, il y a 80 ans. Il a été inauguré le 6 mai 1923. Messieurs Paul Rolando, Émile Boursier se souviennent de ce jour. Ils se rappellent que les enfants de l'école chantaient. Ils chantaient sur 400 mobilisés, 91 sont tombés. Pour nos morts, observons un moment de silence. Moi, c'est Tanguy Benetto et je suis le petit-fils de Joseph Allaire. Moi, c'est Damien Boursier et je suis le petit-fils à Henri Lecomte. Moi, c'est Antoine Libaud, je suis petit-fils à Francis et Félicie Bourbion, qui sont à gauche là. Moi, c'est Florent Bron, petit-fils de Joseph Aubron. Moi, c'est Pierre Bouillet, petit-fils de Marcel et Jacqueline Cousson. Mettez-vous derrière, je ne vois pas. Je m'appelle Damien Biro, je suis le petit-fils de Denise Allaire. Je m'appelle Jérémy Boyenval, je suis le petit-fils à Émilienne et Marcel Essol. Tiens, vas-y. Je m'appelle Odie Essol et je suis le petit-fils de la petite fille de Emilienne et Marcel Essol. Aussi, pareil, le même. Moi, c'est Elodie Laurando et j'étais la petite fille de Marc Laurando. Voilà. Je m'appelle Perrine Oriotto et je suis la petite fille de Marguerite et Raymond Jamin. Donc moi, c'est Marianne Morinière, donc je suis la fille de Claude Morinière. Et donc mes grands-parents habitent à Chaussère, donc voilà. Ma tendre mère et toi, si maman devient folle, pour calmer sa douleur, dis-lui avec son cœur, mon âme vole, vole. Quand un chanteur a bien chanté, ohé, ohé, quand un chanteur a bien chanté, ohé, ohé, et voici doit l'embrasser. Allez, Jean. Tout blanc délire sous ton empire, en nos cœurs s'éveille à l'amour. Bonsoir de Vienne, quoi qu'il attire.
vienne, à toi je penserai toujours. Venez donc boire, laissons gaiement le temps couler, sous le ciel de mon Val de Loire, la vie est douce à regarder passer. C'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Et nous saurons comme eux nous imposer l'usage de regretter l'école, nos printemps, nos beaux jours, avant de devenir des grincheux mécontents. Exaltons notre joie de vivre, tra la la la, la 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 la, la 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 la. Tu payes. Enfin, je vais pas lui faire la leçon. Je connais pas du tout. Bah ça c'est Lucien, ça c'est les photos à Lucien. Bah oui, ça, il est là. Il mérite. 7 jours. Oui, c'est ce que je peux. Et alors c'est clair, ça peut. En laissant se griser, ce sont de beaux joujoux que l'on brise une nuit, les poupées de minuit. À la mairie d'un petit village, je rigolais dans mon placement, quand monsieur le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore une dernière fois. À l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté